Cette semaine dans Afrique, nous irons à la rencontre de Mozambicains qui ont quitté leur village pour fuir les exactions de l'armée. Nous verrons ensuite comment des scientifiques tentent de faire revivre une espèce disparue de zèbre en Afrique du Sud. Enfin, nous ferons un tour dans les cuisines de restaurants nigérians qui revisitent les classiques de la gastronomie ouest-africaine. Mais d'abord, les titres de l'actualité. L'Ouganda a connu une semaine tendue et mouvementée qui a atteint son paroxysme jeudi, jour de vote pour le premier tour de la présidentielle et des législatives. Après plusieurs heures d'attente devant des bureaux de vote fermés à Kampala, des heurts ont eu lieu entre la police et les électeurs criant à la fraude. Pendant une bonne partie de la journée, l'accès aux réseaux sociaux a été bloqué. La commission électorale a ordonné de prolonger le scrutin d'une journée. Les opérations de vote ont repris vendredi matin dans le calme pour les électeurs qui n'avaient pas pu voter la veille. Le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle, Kizza Besigye, a été arrêté vendredi en début d'après-midi pour la troisième fois cette semaine. Selon des résultats partiels, le chef de l'État sortant, Yoweri Museveni, serait en tête. Prison à perpétuité pour 3 militaires fidèles à l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Gueye. L'ancien chef de la junte a été tué par balle en 2002 lors d'un coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo. Les avocats de la défense ont invoqué l'absence de preuves et ont annoncé leur intention de faire appel. L'Égypte a rendu hommage jeudi en grande pompe à Boutros Boutros-Ghali, décédé mardi à l'âge de 93 ans. Ministre d'État aux Affaires étrangères durant 14 ans, il a été le premier diplomate africain à accéder au poste de secrétaire général des Nations Unies entre 1992 et 1996. Issu d'une grande famille de la minorité chrétienne copte d'Égypte, Boutros Boutros-Ghali a joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David, puis du traité de paix en 1979. Durant son mandat à l'ONU, il a dû faire face à de sérieuses crises, avec des conflits en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient et le génocide au Rwanda. Des hommes armés ont tiré sur des civils réfugiés dans une base des Nations Unies au Soudan du Sud dans la nuit de mercredi à jeudi. Le dernier bilan fait état d'au moins 18 morts et 90 blessés. Plus de la moitié des 48 000 déplacés de ce camp auraient fui le site après l'attaque, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Toujours selon l'organisation, les attaquants seraient des soldats de l'armée gouvernementale sud-soudanaise. Des affrontements entre les forces gouvernementales et l'ancienne rébellion de la Renamo à l'intérieur du Mozambique ont poussé les civils à fuir leur village. À quelques kilomètres de la frontière malawite, des habitants témoignent. Derrière ces collines, la terreur. C'est ce dont témoignent ces villageois qui ont fui les violences politiques. En juin 2015, les forces gouvernementales et les rebelles de la Renamo ont recommencé à s'affronter à Nkondesi, dans l'ouest du Mozambique, plus de 20 ans après la fin de la guerre civile qui a fait 1 million de morts. Cette femme s'est échappée de son village à 5 km de là. Elle garde l'anonymat pour décrire les exactions de l'armée par crainte de représailles. Il suffit qu'ils te rencontrent sur leur chemin ou même dans ta maison pour qu'ils te tuent. Parfois, ils t'attrapent, te mettent dans une maison et y mettent le feu. Non loin de chez elle, la Renamo a réactivé une base militaire en 2013. L'ancienne rébellion, aujourd'hui le principal parti d'opposition, refuse toujours de désarmer ses derniers combattants et conteste les résultats des dernières élections. Les forces gouvernementales ont installé leur quartier général dans l'école de son village pour chasser les hommes de la Renamo. Terrorisés, plus de 4000 Mozambicains ont passé la frontière avec le Malawi à quelques jours de marche. Les forces armées ont dit qu'ils cherchaient des hommes de la Renamo. Aux femmes, ils leur disent de s'asseoir et d'enlever leurs vêtements. Elles ont peur et elles obéissent parce qu'ils sont de l'armée. Nous avons tous très peur. Ce père de famille n'ose plus se rendre sur ses champs. La zone est désormais vidée, trop dangereuse. De leur côté, les autorités mozambicaines nient ces exactions et affirment que la province est calme. Le gouvernement mozambicain a envoyé une équipe au Malawi pour voir s'il existe vraiment des camps de réfugiés mozambicains au Malawi et tirer cela au clair. Selon lui, les déplacements de population dans cette région frontalière n'ont rien d'inhabituel et pourraient être dus à la sécheresse. Mais la Renamo accuse l'armée d'avoir commis les exactions décrites par la population. Où est la sécurité? Où est l'ordre que ces personnes affirment maintenir? C'est un pur mensonge. Ils vont là-bas pour pouvoir se venger sur la population.
Le leader de la Renamo, Afonso Dhlakama, a récemment jeté de l'huile sur le feu en annonçant qu'il prendrait le pouvoir en mars prochain dans la moitié nord du pays et si nécessaire par la force. Les habitants de Nkondesi, eux, craignent désormais la faim et se demandent quand ils pourront rentrer chez eux. Ces zèbres n'ont pas perdu leur rayure, ce sont des quaggas. Depuis le 19e siècle, cette sous-espèce du zèbre a disparu de la surface du globe. Chassé par les colons qui décimaient la faune africaine, le quagga n'existe plus. Le dernier spécimen est mort aux eaux d'Amsterdam en 1883. Mais à 2 heures au nord du Cap, un petit groupe de scientifiques assure avoir réussi à recréer cet animal disparu. On essaye en quelque sorte de réparer les dégâts écologiques qui ont été faits il y a longtemps. Et on essaye d'obtenir une petite population d'un animal emblématique qui vivait en Afrique du Sud. Depuis 30 ans, le projet Quagga a sélectionné des spécimens particuliers de zèbres. L'objectif, obtenir un animal qui ressemble parfaitement à celui qui peuplait les plaines sud-africaines il y a quelques siècles. On fait un élevage sélectif. On cherche activement les zèbres qui ont peu de rayures et on les met ensemble dans un groupe. On concentre les gènes sans rayures et ainsi, chaque génération a de moins en moins de rayures. Certains détracteurs estiment qu'il n'est pas nécessaire d'interférer avec la nature et que ces expériences ne permettront pas d'obtenir un vrai quagga. Mais les scientifiques défendent leur projet. L'ADN montre qu'il s'agit de la même espèce que les zèbres de plaine. Ils sont identiques. C'est comme une variété ou une sous-espèce des zèbres de plaine, mais pas une espèce différente. Si cela avait été le cas, alors ce projet n'aurait pas pu être justifié d'un point de vue scientifique. Difficile de contester les résultats. 100 animaux sont déjà nés depuis le lancement du projet et la 5e génération affiche une ressemblance frappante avec les zèbres disparus. Dans un avenir lointain, ces quaggas du 21e siècle pourraient repeupler les plaines sud-africaines. Un plat traditionnel sénégalais, le thieboudienne revisité, la fameuse igname du Nigeria modernisée. Dans ce nouveau restaurant chic et branché de Lagos, les classiques de la gastronomie africaine sont remaniés. Aux commandes des marmites qui crépitent, Pierre Thiam, un pionnier prêt à conquérir le monde. Nous, on est confiants que la cuisine du futur, c'est la cuisine africaine. Il y a tellement de produits qui n'ont pas encore été découverts. Et ce n'est pas seulement les chefs africains, mais les chefs de l'Occident aussi sont à la recherche de ces nouveaux produits-là. Et donc l'Afrique a tout à offrir. En salle défilent des pancakes de patates douces et des calamars aux épices du nord du Nigeria. Une cuisine qui séduit les ripates, ces Nigérians revenus travailler dans leur pays après avoir étudié à l'étranger. Une clientèle nostalgique de la cuisine de leur enfance, mais attentive à la qualité du service. On n'a jamais vu quelque chose de similaire. Nous sommes vraiment impressionnés. Ça montre dans quel sens va Lagos, une ville qui devient une métropole. Et pour des jeunes comme nous, c'est vraiment excitant. Dans cette cuisine privée, Ozo se démène derrière les fourneaux. 12 convives attendent un menu nigérian retouché. Samosa fourré aux escargots et poulet au pesto de curry vert et aux plantes locales. La chef s'applique à respecter les tendances contemporaines. Faire sauter au lieu de mijoter, poêler, griller, ce sont des techniques que nous voyons de plus en plus. À table, les convives sont tous des ripates. C'est Nossa à la tête d'un bloc culinaire qui est à l'origine du déjeuner. L'idée, redorer l'image de la cuisine locale. Nous avons une classe moyenne en pleine expansion et récemment nous avons eu un grand boom pétrolier. Beaucoup de gens ont de l'argent et des jeunes gens viennent avec un premier job. Ils sont à la recherche de nouvelles choses à faire. Le marché a vu cela comme une opportunité pour ouvrir de nouveaux restaurants, de nouvelles expériences culinaires. Une cuisine africaine en pleine mutation, une mutation qui va défier les traditions culinaires sur de nouvelles saveurs. La semaine prochaine, nous nous rendrons en Afrique du Sud, où un procès de 2 fermiers blancs pour le meurtre de 2 ouvriers de fermes noires ravive les tensions raciales. À la semaine prochaine.